Processus électoral en RDC, le décor est déjà planté. La CENI va ouvrir ses bureaux au début de la semaine prochaine, c'est-à-dire déjà à partir du lundi 26 juin, pour réceptionner les dossiers de candidats aux législatives. À 6 mois de la tenue des élections, le chose s'est précise et visiblement le rendez-vous électoral ne sera pas manqué. La CENI et le gouvernement sont plus que confiants quant au respect du délai constitutionnel. Voilà une partie du décor, car faut-il le préciser, pendant que la CENI est confiante, la classe politique, elle, est en ébullition. L'opposition particulièrement qui demande un nouveau audit du fichier électoral ou carrément la récomposition de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Le clivage se creuse, l'ambiance se détériore. Doit-on craindre un chaos à venir? Il y a comme un air de 2016, 2017 et 2018 qui s'installe. Voilà le thème de l'émission de ce jour. Bonjour à tous, bienvenue dans Géopresse, votre magazine de débat autour des journalistes. Géopresse, c'est parti. Et pour débattre autour de ce thème, nous avons le réel plaisir d'avoir deux journalistes de la rédaction des Géopolis. À ma gauche, à votre droite, nous avons Fiston Leko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, à notre droite, nous avons Dieudonné Boinali. Bonjour Dieudonné. Bonjour Patrick Ilunga, bonjour à mon co-débatteur Fiston Leko, bonjour aussi à tous nos téléspectateurs. Voilà, Dieudonné Boinali et Fiston Leko qui sont journalistes ici à la rédaction de Géopolis. Donc c'est avec vous deux que nous allons commenter ce thème autour du processus électoral. D'entrée, Fiston, on va commencer par cette question. Vous êtes observateur en tant que journaliste, vous avez un regard que vous pouvez porter sur les questions d'intérêt public. Quel regard portez-vous sur le processus électoral dans son ensemble? Merci beaucoup Patrick Ilunga. Bon, d'entrée des jeux, comme vous avez dit, on va commencer d'abord par poser les bases. Les bases, c'est quoi? C'est d'abord, il faut dire, qu'est-ce que c'est un processus électoral? Un processus électoral, ce n'est pas un événement. Un processus électoral, c'est la succession des activités qui agissent, qui amènent à ce que nous ayons à permettre les populations à pouvoir se choisir leurs dirigeants qui vont conduire à leur destinée. C'est-à-dire, là, on voit, il y a trois périodes généralement. La période préélectorale, où on prépare les élections avec toutes les parties prenantes. La période électorale, où les électeurs vont aux urnes pour voter, mais aussi la période préélectorale, justement avec l'installation de ceux qui sont élus. Post-électoral. Post-électoral, bien évidemment, avec les contentieux électoraux et tout. Aujourd'hui, pour les cas de la RDC, nous sommes dans une période préélectorale où on se prépare pour aller justement voter. C'est un gros rendez-vous démocratique parce que la RDC a opté pour ce système de gouvernance depuis aujourd'hui plus de 17 ans. Donc le processus électoral tel qu'il se présente aujourd'hui, moi je pense que tout est fait pour que nous ayons vraiment un processus électoral qui à la fin c'est-à-dire que nous sommes en train là d'étaler les lits de la contestation, les lits de désordre, les lits même des mouvements qui ne seront pas bien pour le pays, surtout que la RDC c'est un pays qui se veut développer, se veut un pays émergent et tout ce qui va se produire comme désordre ne va pas aider dans ce sens-là. Parce que si vous voyez, il y a d'abord le problème entre les acteurs électoraux. Comme je l'ai dit, nous sommes dans une période préélectorale. Quand on parle des élections, c'est la période préélectorale qui prépare, qui balise le chemin pour que les élections soient inclusives, crédibles et apaisées. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais moi, je crois que s'il faut dépeindre un tableau de manière générale, le processus électoral tel qu'il se présente en ce moment, je crois que tout est fait pour que nous ayons une fin qui ne sera pas vraiment heureuse. Voilà, merci Fiston d'avoir planté le décor. La même question, on va l'adresser aussi à Dieudonné Boinali. Dieudonné Boinali, vous en tant que journaliste, vous êtes avisé, un observateur avisé de on va dire de la classe sociale, de la société en général. Quel regard portez-vous sur le processus électoral en général? Bon, moi je ne vais pas mâcher les mots, je vais dire que nous sommes mal partis
pour le 4e cycle électoral pour plusieurs raisons. D'abord, je vais rappeler que la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, est une institution d'appui à la démocratie selon la Constitution, la loi fondamentale. Elle ne doit pas se comporter comme une institution d'appui à la dictature de la majorité au pouvoir, c'est-à-dire suivre les dictats de l'union sacrée de la nation. Je pense que l'idéal pour tous les Congolais, c'est d'avoir des élections générales, libres, démocratiques, inclusives, apaisées et transparentes. Mais tel que le décor est planté, nous risquons d'arriver au terminus avec le train des élections, avec beaucoup de contestations qui viendront encore alimenter la crise sécuritaire qui sévit dans une grande partie du territoire national. Deuxième raison, je vais rappeler que la circonscription électorale du président de la République, c'est le territoire national ou bien la nation. Or, au moment où nous parlons, il y a certains coins de la République où il règne l'insécurité généralisée. Vous avez à Kwamut, Maïndombe, vous avez à Beni, les grands nord à l'est de la République démocratique du Congo. Dieudonné Bonali, vous avez la parole, je ne voulais pas couper, mais selon le gouvernement, c'est qu'à Kwamut, la situation commence à redevenir normale. La situation commence à redevenir normale à Kwamut, mais pas à Beni. Or, il est prouvé, il y a même des statistiques qui prouvent que certains candidats qui sont déjà déclarés ou bien qui se sont déjà déclarés à la présidentielle ont une assise électorale importante dans certaines parties de la République où règne l'insécurité ou les conflits. Ces candidats-là demandent les dialogues sans pourtant les dire ouvertement. Vous allez voir un candidat comme Fayoulou, il dit que je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. On parlera de Fayoulou tout à l'heure. Voilà. Et puis, il y a certaines conditions. Il y a une grande partie de l'opposition qui pense qu'on ne peut pas aller aux élections dans les conditions actuelles parce que la désignation des membres de la Cour constitutionnelle a posé problème. Il y a la désignation des membres du bureau de la CENI a posé aussi problème. Il y a la même opposition qui continue à réclamer haut et fort l'audit du fichier électoral par des organismes indépendants et crédibles. À cela s'ajoute le fait que nous avons connu un grand retard dans la préparation des opérations préélectorales, électorales et demain post-électorales. C'est pour vous dire que le décor n'est pas bien planté. Nous sommes mal partis, comme je l'ai dit en introduction, pour ces scrutins ici. Moi, je pense, à défaut d'un dialogue officiel, il n'est pas interdit. Il y a des mécanismes autour de la CENI. Il y a par exemple les confessions religieuses qui peuvent aider les uns les autres à aplanir les divergences pour qu'on puisse avoir des élections crédibles et apaisées qui ne seront pas contestées et acceptables par tous. Moi, j'aimerais pour terminer de voir pour la première fois, on a beaucoup parlé de l'alternance, mais je n'ai jamais vu un candidat qui a échoué à l'élection présidentielle féliciter les gagnants. Moi, j'aimerais vivre ça pour la première fois en République démocratique du Congo. Et c'est là où je parlerai de la vraie démocratie qui a été instaurée dans les pays. Voilà, si je comprends bien tous les deux, vous avez dit que les choses sont parties de sorte qu'on peut finir dans le mur après les élections. Mais est-il encore possible aujourd'hui de trouver un consensus autour des questions essentielles, connaissant la classe politique, connaissant nos habitudes aujourd'hui? Est-il possible de trouver un consensus? Oui, c'est possible que l'on trouve un consensus autour de ce processus électoral. Patrick Lunga, je vais d'abord dire quelque chose ici de très important. Il faut dire qu'aujourd'hui, les élections, la classe politique face aux élections est subdivisée en quatre grands groupes. Il y a de ceux-là qui sont pour le processus électoral, notamment l'Union sacrée. Il y a de ceux-là qui sont
exclus ou qui se sont auto-exclus du processus électoral, les cas du PPRD, FCC. Il y a aussi de ceux-là qui pensent que le processus tel qu'il est en train de s'effectuer jusque-là, depuis le début jusque-là, et ils s'attaquent, ça se passe pas bien, et ils s'attaquent justement à ce processus. Là, on parle de l'opposition, où on a vu de ces sangs. Depuis le début, on a commencé avec la désignation de l'équipe du bureau de la plénière de la CENI. On est venu avec la Cour constitutionnelle. Donc, toutes les étapes sont contestées par ce groupe-là. Et le quatrième groupe, c'est le groupe des gens qui pensent qu'il faut aller au dialogue. Parler des élections et du consensus. D'abord, il faut dire que le consensus doit tourner autour du fait que, comme je l'ai dit au début, les élections soient inclusives, crédibles et apaisées. Quand on parle de l'inclusivité, on voit la participation de tous les acteurs, de tous les parties prenantes. On voit l'opposition, on voit les femmes, on voit les jeunes. Et quand on veut aller un peu plus loin dans ce sens-là, on comprend que d'abord, avec les électeurs, il s'est posé un problème. Dieudonné Bonal, il a si bien dit ici qu'il y a une partie de la population qui, jusque-là, n'a pas encore sa carte d'électeur. On parle là de Rutshuru, Masisi et Nirangongo, dans l'est du pays. Et quand on veut venir justement dans la crédibilité, déjà, ce problème-là entame la crédibilité. Quand on a publié les fichiers électoraux par la CENI, on a vu déjà Mouzitou qui s'est levé, dire que non, c'était un fichier électoral corrompu. C'est un fichier électoral sur base duquel on ne peut pas confectionner la loi sur la répartition des sièges. Donc, quand on va maintenant sur le plan d'un processus électoral apaisé, là aussi, il y a des problèmes. Parce que vous voyez les climats tels que on peut décrire aujourd'hui. Il y a des arrestations, il y a les mésententes, ça et là. Donc, il est possible de pouvoir amener les gens ou les parties prenantes au consensus. Là, c'est le travail qui doit être fait au niveau et de la CENI et des parties prenantes. Donc, on va prendre les partis politiques ou la classe politique, mais aussi au niveau du gouvernement. La CENI, qu'est-ce qu'il doit faire? La CENI, moi, je pense qu'elle ne doit pas donner l'image qu'il est vraiment à côté d'une certaine opinion politique. Voilà, c'est vraiment le travail que cette institution d'appui à la démocratie doit faire. Fiston Leko, vous avez la parole. Depuis 2006, où le Congo a renoué avec l'exercice démocratique des élections, est-ce que vous avez déjà vu un seul processus électoral depuis 2006 avoir le consensus ou bien on va dire l'avis de tout le monde? Il y a toujours des tiraillements et on ne va jamais se mettre d'accord. La CENI dit qu'elle a déjà perdu 26 mois. Est-ce que c'est possible d'aller dans les conciliabules et respecter les délais constitutionnels? Moi, je pense que c'est possible. Et ce travail-là doit se faire d'abord avec la CENI, parce que c'est la CENI qui organise les élections. La CENI il organise les cadres de concertation avec les partis politiques. Mais moi, je crois que la CENI doit créer encore un petit cadre restreint où il va peut-être mettre autour d'une table on va dire comme ça, c'est connu, il y a des poids lourds dans ce pays, il y a des partis qui sortent du lot ou des regroupements politiques qui sortent du lot. Il y a le FCC, il y a l'Union sacrée de la nation, il y a l'opposition avec les Congo, les 4 leaders politiques. Donc il faut créer des cadres comme ça et essayer un tout petit peu de mettre tous ces groupes-là que j'ai décrits au début, ceux qui contestent, ceux qui sont pour les élections, ceux qui sont auto-exclus et ceux qui veulent le dialogue, les mettre ensemble pour trouver un consensus. Parce que les élections, c'est une affaire nationale. Les élections, c'est aussi affaire de l'intégrité nationale. C'est une affaire de la souveraineté. Donc, c'est tout le peuple congolais qui doit être impliqué pour que nous ayons quand même un minimum, on ne demande pas l'unanimité, mais un minimum de consensus qui va mettre ne fiche que toutes les parties prenantes d'accord pour que nous allions aux élections et à voir comment la suite va se faire. Mais c'est important que la CENI puisse faire en sorte qu'il y ait ces consensus. Mais dans ça aussi, il faut dire que le gouvernement a aussi quelque chose à faire par rapport à ça. On ne va pas dire qu'on donne une carte blanche à l'impunité, mais certaines choses, il faut que le gouvernement examine, ou soit les services de l'État examinent ça doublement ou voilà, beaucoup de fois pour agir, sinon ça prête vraiment à tirer des conclusions que les services de l'État ne jouent pas aussi franc jeu pour aller vers les élections crédibles, apaisées et inclusives.
Voilà, donc Dieudonné Boinali, vous allez peut-être rebondir sur la même question, mais est-ce que la question c'était est-ce qu'il y a moyen, il y a possibilité encore de trouver un consensus entre les acteurs politiques? On les connaît, il y en a qui sont radicaux, il y en a qui ne veulent de rien, il y en a qui sont hors du processus mais qui posent des conditions. Alors est-ce que c'est possible d'amener tous ces gens-là à parler d'une même voix pour aller aux élections? Et ça, la deuxième question, ou bien je la pose en une, c'est que est-ce que la CENI ne doit pas peut-être accéder à la revendication de passer à un nouveau audit, c'est-à-dire que une sorte de contre-expertise quoi, du fichier, parce que ça a pris quelques jours, ça peut prendre aussi moins d'une semaine. Voilà mes deux questions posées en une. Bon, consensus, trouver les consensus, je dirais oui et non. Pourquoi? Nous avons des groupes en face de nous. Vous avez d'abord les contestataires de l'actuel processus électoral. Les gens qui n'en veulent pas, ils veulent qu'on aille au dialogue. Pour eux, aller aux élections, ça sera pour eux un échec. Ils sentent déjà l'échec. Il n'y aura ni de victoire à la présidentielle, ni aux législatives, ni au local. Pour eux, aller aux élections, dépenser de l'argent, ça sera un échec. Vous avez la parole, eux disent que le processus est biaisé depuis le départ. Mais il y a ceux qui sont pour les élections. Il y a une opposition qui est pour les élections. Cette opposition-là n'a pas peur du régime au pouvoir, ni du candidat du régime Félix Tshisekedi, mais cette opposition-là pose des conditions objectives, acceptables par tous. Que vous soyez de la majorité au pouvoir, l'Union sacrée pour la nation, et que vous soyez de l'opposition. Certaines conditions qui sont posées, elles sont objectives, et en tant qu'intellectuels, observateurs, voire même journalistes, nous les analysons à la loupe, nous trouvons que ces gens-là ont raison. Il faut suivre par exemple quand Sesanga parle, vous allez voir que non, Delis Sesanga a raison sur certaines questions liées au processus électoral, mais quand vous suivez d'autres leaders de l'opposition, vous sentez la peur du lendemain, que si je pars aux élections dans les conditions actuelles, je vais échouer. Parce que, ils n'ont pas pu préparer leur base ou la population à se faire enrôler, identifier et enrôler massivement. Tous les partis politiques, même la majorité, ils ont échoué. Ils ont passé leur temps à toujours nous répéter les mêmes discours de l'ancien processus électoral. Moi, j'ai été élu député, mais on m'a éliminé. Non, ce sont des députés élus qui siègent. Moi, je suis le vrai député élu, mais je siège sous l'arbre. Ce sont ces genres de discours qui ont continué à distraire la population. La population n'a pas pu s'enrôler. Il y a même certains partis politiques qui n'ont pas une assise nationale. Ils n'ont pas pu profiter de tous ces temps pendant les 5 ans du président Félix Tshisekedi pour s'implanter dans les Congo profonds. Il y a cette crainte-là. Pour cette catégorie d'opposants, il ne faut pas qu'on aille aux élections, il faut les dialogues. Sans les dialogues, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir. Mais moi, je félicite l'autre opposition qui reste pessimiste, qui pense que toutes les conditions non remplies là finiront par être remplies. Peut-être demain, nous aurons un dialogue officiellement ou à travers les organismes de médiation. Il y en a, les confessions religieuses sont là. Il y a d'autres institutions d'appui à la démocratie qui peuvent consulter chaque groupe, la société civile, l'opposition et le pouvoir pour qu'on puisse avoir un climat apaisé avant d'aller aux élections. Voilà, donc on va venir chez vous, Monsieur Fiston Oleko. On sait que la RDC a déjà beaucoup de problèmes de sécurité. On ne parle pas seulement de l'Est, mais même l'Ouest. Kinshasa, Congo central, Kwamount, la province de Kwango et de Kwilu. Est-ce que le pays doit se payer encore le luxe de se permettre, par exemple, une crise électorale, sachant que des crises électorales en Afrique dégénèrent très très vite? Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il est vraiment de l'intérêt de la nation que les acteurs politiques ne puissent pas verser dans ce type de crise, parce que, comme vous avez dit, le pays a déjà beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a nécessité que, quand on parle de dialogue, ce n'est pas seulement le dialogue pour la répartition de la distribution des postes ministériels,
la répartition des postes au niveau des mandataires publics, mais c'est un dialogue autour de l'organisation des élections. C'est tout ça. Surtout au niveau, moi je parle au niveau de l'organe de la CENI, mais aussi... Mais les questions qu'on soulève relèvent beaucoup plus des politiques, parce que la CENI est censée être indépendante, un peu à côté. Justement. Mais des questions polémiques, c'est vraiment l'exécutif, c'est le Parlement, ça relève des politiques. Justement. Mais le problème, c'est que dans ces genres de situations, déjà, vous voyez, quand vous circulez sur la route, vous allez voir des pancartes, des dignitaires, des personnalités politiques, des animateurs d'institutions ont déjà des camps. Ils ont déjà exprimé. Donc, nous sommes déjà dans une forme de pré-campagne. Donc, celui qui a le pouvoir utilise son pouvoir pour essayer un peu de nuire à l'autre. Et c'est une attitude vraiment à décourager. Ça, c'est, on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas se voiler la face, parce que on doit essayer un tout petit peu, surtout au niveau des autorités de l'État, de pouvoir donner une image que la CENI est libre. Ce qui est, on a toujours déployé, vous avez dit ici, 2006, 2011, 2018, on a toujours décrié cette attitude où on voit la CENI, l'organe organisateur des élections, avoir le même point de vue que le gouvernement. C'est comme si c'est des entités qui s'accompagnent pour la victoire d'un candidat X. C'est l'attitude qu'il faut normalement décourager. Mais surtout l'opposition aussi, le réflexe de la contestation. C'est Justement. presque un réflexe du côté de Justement, toutes les parties prenantes, justement, il y a cette attitude-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge. Si vous voyez, par exemple, on parle par exemple du fichier électoral, on parle par exemple on voit de l'organisation des élections depuis le début jusqu'ici. Désignation du président de la CENI, ça nous a pris beaucoup de temps quand on quitte là-bas. Même pour les débats au niveau de l'Assemblée nationale, ça a posé un vrai problème. On a vu certains députés quitter la salle, ne pas participer au débat. Donc on vient, enrôlement, c'est un problème. On quitte l'enrôlement. Fichier électoral, c'est un problème. Donc nous sommes là en face d'une classe politique. Et voilà pourquoi, même vous voyez, si vous voyez un député de l'ECD qui envoie une lettre à son président qui a dit que il a refusé justement de déposer, de s'aligner aux élections. Les idées, on en parlera. Justement, donc ce député-là a dit à son président que vraiment vous désorientez. Il a dit clairement à son président que vous désorientez la population. Donc, face à cette classe politique de la RDC, et c'est le cas normalement aussi ailleurs, même en Afrique, c'est que nous sommes vraiment dans une forme de confusion. Et à un moment donné, on se demande que veut réellement cette classe politique. On se demande aussi où est vraiment l'intérêt de la RDC. Parce que des crises récurrentes, on a vu depuis 2011, depuis 2006, 11 et 18, ça n'aide pas au pays d'aller de l'avant. Vous avez la parole, vous la gardez pour la prochaine question. C'est que ici, dans l'émission, on ne fait pas le lien entre les démêlés judiciaires de certains candidats déclarés et leur engagement politique. Mais il se trouve que 3 candidats sont directement ou indirectement concernés par des questions judiciaires aujourd'hui. Et ce vendredi, pendant qu'on enregistre cette émission, la CENCO a fait une déclaration pour dire qu'on ne veut pas qu'il y ait élimination de certaines instrumentalisations de la justice pour éliminer certains candidats politiques. Selon vous, il faut qu'il y ait... Vous pensez qu'il faut que la justice mette un petit peu certaines procédures en sourdine pour laisser libre cours à certains candidats pour la paix, pour le besoin de la paix? La justice, on ne peut pas l'interdire de faire son travail. Ça, c'est vraiment impossible. Mais les questions qui se soulèvent, c'est autour du temps. Pourquoi seulement en ce moment? Par exemple, le cas de Franck Diongo, on va citer les noms, c'est connu. Franck Diongo a été arrêté le mardi d'une manière un peu spectaculaire, ici dans la commune de Lingwala. Et on dit c'est une affaire, on dirait que ça serait une affaire d'armes. Et on a vu l'autorisation qu'il a, le permis de port d'armes qu'il a pour sa sécurité depuis le ministre Asselo. C'est le ministre justement du gouvernement Samalou Kondé. Mais officiellement, on ne sait pas de quoi il officiellement, s'agit. on ne sait pas de quoi il s'agit. On parle par exemple du cas Salomon Escadela. Là aussi, on voit comment est-ce que ça se passe. On parle d'une affaire d'armes. Et Matata Pogno qui sort, qui dit que non, c'est vraiment mon arme. C'est mon arme que j'ai eue pour la sécurisation et j'ai les autorisations. Son garde de corps a même déjà déclaré que son arme a été perdue. Voilà. Donc, il y a une forme de comme je l'ai dit, c'est le lit de la contestation qui se crée parce que il se pose déjà un problème d'inclusivité du processus électoral. Vous avez dit 3
candidat et c'est sérieux. Déjà, on voit Moïse Katumbi avec cette affaire de Salomon Escadé là, parce que quand on va le dire, quand on touche Salomon, on touche Moïse. Ça peut retomber sur Moïse. Et on voit encore une fois de plus. Et surtout que la justice militaire a dit que Salomon était dans un complot avec le M23 pour installer le pouvoir. Un Katangé au pouvoir. Voilà, donc c'est ça le problème. Ce qui n'encourage pas les moments et les événements et la période dans laquelle nous sommes. Ça donne à croire que même l'exécutif national n'aide pas à ce que les élections soient apaisées. On parle aussi des Matata Pogno aujourd'hui, une affaire qui a été, on va dire comme ça, enterrée selon ses arguments, et aujourd'hui qui rebondit, et avec un autre réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. On quitte là, on voit, j'ai déjà parlé des cas Franck Djongo qui s'est aussi déclaré candidat. Donc, tous ces événements-là, tous ces faits, créent ce qu'on peut dire un climat malsain du processus électoral et ça écarte. On a vu ça en 2018, on a créé des dossiers pour Moïse Katumbi à la veille des élections et Moïse Katumbi s'est retrouvé en exil, rentrer au pays c'était difficile et il a été totalement exclu du processus. Moi je crois que le pouvoir en place ne doit pas rééditer ce qui a été déjà les méthodes décriées dans le passé, encore que c'est un pouvoir qui vient fraîchement de l'opposition. Du combat démocratique. La même question on la pose à Dieudonné Boinali. Encore une fois, on ne fait pas de lien, mais le hasard fait que c'est pendant le moment à 6 mois des élections que les démêlés judiciaires s'accumulent, en tout cas pour 3 candidats. Ils sont directement ou indirectement concernés. Est-ce que vous pensez, comme le dit par exemple les abbés ou bien les prêtres de la Synco, qu'il faille peut-être mettre en sourdine toutes les procédures judiciaires contre des candidats potentiels pour le besoin de la paix? Bon, moi je vais d'abord prononcer 3 phrases. La justice élève une nation. La Synco ou la conférence épiscopale nationale du Congo ne fait pas partie des institutions politiques énumérées dans la Constitution. L'opinion de la Synco n'engage pas toute la nation. Nous sommes un État laïque. Nous ne sommes pas tous des catholiques. Il y a des gens qui pensent que quand la Synco parle, la Synco a parlé aussi au nom de ma modeste personne que je suis. Moi, je suis un chrétien protestant. La Synco n'a pas parlé pour les musulmans, ni pour les animistes et les autres confessions religieuses réunies autour de l'église des réveils du Congo. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, notre pays, depuis les référendums constitutionnels de 2005, nous avons opté pour un régime qui a fait une séparation nette entre les 3 pouvoirs, le judiciaire, les législatifs et l'exécutif. Moi, je ne vois pas comment demain on va gérer ce pays, développer ces pays en mettant de côté la justice. Les mêmes qui réclament l'état de droit, les mêmes qui veulent que ce pays se développe, les mêmes encouragent les crimes. Si quelqu'un a volé parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle, on ne peut pas le juger. Si quelqu'un a tué ton enfant parce qu'il est candidat député national, la justice ne doit pas l'interpeller pour qu'il soit jugé. Moi, je ne sais pas. Ce sont des questions que moi, je me pose. Pourquoi l'Église doit-elle encourager cela? Quelqu'un qui a commis un délit, quelqu'un qui a commis un acte qui tombe dans la flagrance, ça peut être un viol. Il vient de braquer une banque. On ne peut pas l'interpeller, les juger devant les cours et tribunaux parce qu'il est de l'opposition ou soit il est du pouvoir. Quel est l'état que nous allons léguer à notre nation demain? Dieudonné Boinali, regardons la question dans un autre sens. Mais je nie pas que pour certains dossiers, il y a l'instrumentalisation de la justice, mais qu'on n'empêche pas à la justice de faire son travail. J'ai dit à mon introduction que la justice élève une nation. Ce n'est pas une phrase créée par moi, Dieudonné Boinali. Nous la lisons, nous tous, dans la Bible. Cette Bible-là, c'est celle que tous les clergés, les pasteurs, les abbés, les monseigneurs, les cardinaux, tout le monde lit ça.
Mais pourquoi on veut interdire à la justice de faire son travail? Même Jésus, qui est notre modèle, celui que nous suivons, mais respect à tous les autres Congolais qui ne partagent pas ma foi, Jésus s'est livré à la justice. Il s'est laissé juger devant Hérode et Pilate. Mais pourquoi vous refusez que certains candidats à l'élection présidentielle ou certains membres du pouvoir du régime en place soient jugés devant les cours et tribunaux? C'est là où moi je trouve que c'est anormal. Nous devons un peu couper la poire en deux. Quand nous défendons les gens de notre obédience, nous devons savoir aussi que la justice est là aussi pour jouer son rôle. Mais pour certains dossiers judiciaires qu'on monte jour et nuit dans des laboratoires, dans des officines, pour écarter certains candidats, là nous condamnons. Parce que nous voulons, nous l'avons dit ici en introduction, nous plaidons pour des élections apaisées, inclusives et transparentes. Comment on peut avoir des élections inclusives quand on commence déjà à monter des dossiers judiciaires pour monter X, Y, Z candidats? Moi, je pense qu'il faut laisser la chance à tout le monde de compétir. Comme ça, on aura les vrais gagnants qui ne seront pas contestés et les perdants vont les féliciter. Voilà, c'est donc dans cette ambiance que l'opposition, en tout cas, nous a affiché, en tout cas une partie de l'opposition nous a affiché une figure qu'on n'a pas reconnue. En tout cas, je parle là de Martin Fayulu avec sa déclaration de décider. Vous avez été même interrogé un des cadres du parti du Fayulu. En tout cas, pour la compréhension des téléspectateurs et même pour nous sur ce plateau, on a vu d'abord Martin Fayulu dire que son parti et lui-même ne présenteront pas de candidat, en tout cas dans les conditions actuelles du processus électoral. Et puis il y a une sorte de rétro-pédalage, on ne comprend plus très bien, il y a une sorte de confusion. En tout cas, vous qui avez suivi ce dossier de très près, expliquez-nous d'abord, pour le besoin aussi du débat, pour éclaircir les choses. Merci beaucoup, Patrick Ilunga. Il faut dire qu'ici, nous sommes qu'en train d'analyser les faits. Oui. Je l'ai dit ici, la classe politique congolaise, même africaine, brille un peu beaucoup plus dans la confusion, mais aussi dans la contradiction. Moi, jusque-là, depuis que j'ai entendu les explications de certains caciques du parti politique ICD ou de la Mouka, je ne comprends vraiment pas la logique. Là, il faut le dire clairement. Parce que, comment vous dites que vous n'allez pas participer? Quand on parle de participer aux élections, pour les électeurs, c'est prendre sa carte d'électeur et aller au finish voter. Ceux qui ne vont pas voter, on les appelle les abstenus, c'est-à-dire les abstentions. C'est-à-dire que vous avez refusé de voter. Et pour les candidats, participer aux élections, c'est quoi? C'est aller déposer les élections et attendre... D'abord, commencer par déposer la candidature. Voilà, commencer par déposer la candidature. Et après ça, attendre... Une fois que vous avez raté... Est-ce que vous avez raté cette étape-là, c'est fini. Vous n'avez pas participé aux élections, bien que vous ayez votre carte en tant que candidat. Oui. Parce que vous avez refusé Mais quand vous avez... Parce que vous avez refusé de déposer les candidatures. Mais quand vous voyez les explications de l'ECD, il y a une contradiction. On dit, on ne va pas déposer les candidatures jusqu'à ce qu'on va réauditer les fichiers électoraux par un organe international indépendant et puis expert compétent à la matière. De l'autre côté, il y a aussi la CENI qui, on va le dire, les trains vraiment de l'organisation des élections est en marche. D'autant plus que Denis Kadima m'a dit qu'ils ont commencé le processus avec 26 mois de retard. Justement, il se pose d'abord ces problèmes-là. Il y a aussi ces problèmes de retard de financement. Là, c'était notre débat. Donc, la CENI aussi, en tant qu'organe technique, est pris aussi par ce problème de temps. Comment est-ce qu'on va revenir dans le processus de révision de l'audit des fichiers électoraux avec le temps qui court? Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, comment est-ce que vous dites, en tant que parti politique sérieux, vous n'allez pas déposer les candidatures, mais vous êtes toujours là dans le processus électoral? Et moi, j'ai suivi, on a passé ça même ici le mardi soir, la déclaration du secrétaire général adjoint du parti, du parti ICD, ce qui est encore dur. Il dit on va faire en sorte pour empêcher ça. C'était vraiment une déclaration extrême. On va faire en sorte que si la CENI et les directifs n'accèdent pas à notre demande, on va faire en sorte que les élections n'aient pas lieu. Ça, c'est vraiment encore très contradictoire. Donc, on va dire que l'opposition reste dans sa position,
mais une position qui, pour moi, reste contradictoire. Soit on veut aller aux élections, faire en sorte que on pose les jalons ou les bases pour qu'il n'y ait pas tricherie. Voilà pourquoi on parle des témoins, voilà pourquoi on parle des observateurs. Vous avez évoqué ici la CENCO. La CENCO aussi doit s'organiser en tant que société civile pour qu'il y ait vraiment les observateurs qui suivent l'élection de près. Les partis politiques, notamment ici, aussi, aller aux élections parce que vous êtes un parti politique. Vous êtes créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Comment vous refusez d'aller aux élections? Ça, c'est absurde, c'est compliqué. Et disons que nous sommes encore partie prenante au processus électoral. Donc, c'est vraiment ça le point un peu absurde de la question. Et moi, je pense que, comme l'a dit d'ailleurs ces députés-là à son président, et Martin Fayulu, pour même honorer ou ça de respecter ses électeurs, et Ados Nombasi, pour respecter ses électeurs, les gens qui croient en lui, et puis pour ne pas laisser les boulevards à la contestation encore, ça sera grave, parce que ça va laisser la voie libre aux autres candidats de pouvoir compétir et gagner des élections, et lui, il va rester de contestation en contestation, alors que le pouvoir est vraiment fait pour que ça soit exercé justement par des partis politiques. Madame, Messieurs, bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans Géopresse, votre émission, et aujourd'hui nous débattons autour de questions électorales, du processus électoral. Dieudonné Boinali, est-ce que ça ne rentre pas dans la logique de la contestation ou bien de la surenchère qu'on avait vue en 2018 ? Machine, pas machine, on va brûler les machines. Il y en a qui ont dit qu'ils ont brûlé les machines. Ils sont allés quand même aux élections. Est-ce que ça ne rentre pas dans cette surenchère politicienne ? Et les machines ont été brûlées à Yumbi. Ils avaient promis et ils avaient fait. Ah, mais il ne faut pas lier. C'est des accusations graves, ça. Je ne dis pas que je ne cite pas les noms, mais je vous dis seulement que les machines ont été brûlées par les élections, par des personnes non notamment identifiées. Jusqu'à ce jour, on nous a promis des enquêtes. Nous attendons les résultats de ces enquêtes. Le fond de la question, est-ce que ce n'est pas une surenchère politique Bon, moi je dirais faire pression sur les... C'est une surenchère, c'est en même temps les chantages. Je dirais aussi c'est un non-respect aux électeurs. Les idées et les partis de Martin Fayulu, c'est parmi les grands partis politiques en République démocratique du Congo. Si vous comptez 5 partis politiques, vous faites une liste des plus grands partis politiques, je ne pense pas les idées ne vont pas figurer sur cette liste-là. C'est pour vous dire l'importance et les rôles que jouent ces partis politiques dans l'instauration du processus électoral en cours en démocratie, en République démocratique du Congo. C'est ça la maladie aussi de nos autorités morales. Nous n'avons pas de présidents des partis politiques, malheureusement. Nous n'avons que des autorités morales, c'est-à-dire des fondateurs des partis politiques qui se considèrent comme de Dieu. Donc, à Lobi Liloba, tout le monde n'a molongo simanae, donc les guides éclairés. C'est ça le problème. Moi, j'aurais voulu que le président national de l'ICD, Martin Fayulu m'a dit que je salue en passant, puisse consulter le directoire de l'ECD ou convoquer un congrès de l'ECD. Avoir même un meeting de vérité avec les militants de l'ECD. Poser la question militant. Voulez-vous que je puisse être candidat lors du prochain scrutin? C'est en ce moment qu'on allait avoir la vraie position de l'ECD. C'est qu'il a déjà obtenu dans leur congrès qui s'engage. Lui, il a décidé lui-même. Il s'est réveillé. Il a pris une décision. Il dit, bon, je ne veux pas compétir, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, ceux qui ont eu des cartes d'électeurs, qui attendent demain à désigner leurs représentants, et surtout que cette fois-ci, nous allons commencer par les élections locales. Nous devons voter nos bourgmestres, nos maires, nos députés nationaux et provinciaux. Maintenant, vous réveillez comme ça, un leader, vous dites, je ne serai pas candidat. Vous voyez ce que ça fait dans la tête des militants. Les militants de l'ECD, ils sont nombreux, éparpillés à travers la République. Ils sont un peu désorientés. Ils ne savent pas les jours J, les moments choisis pour voter. Ils vont voter qui? C'est ça le problème. C'est pour cela que je vous dis, c'est la maladie de nos partis politiques. Il faut revenir aux fondamentaux. On ne gère pas des partis politiques comme ça. C'est ce qui s'est passé là avec l'ECD. Je ne pense pas si... Nous allons sous d'autres aussi en France. Vous allez voir un président se réveiller comme ça de la majorité au pouvoir, dire non, je ne serai pas candidat. On va dire, mais oui,
pour nous les Républicains, tu ne seras pas candidat, mais notre parti, les Républicains, nous allons désigner une autre personne pour représenter les idées à l'élection présidentielle. Vous pensez que Donald Trump, s'il déclarait que demain je ne serai pas candidat, les partis des Républicains, ou bien un candidat qui est en tête de liste, qui est favori pour les démocrates, pour qu'il soit candidat à la présidentielle américaine, se déclare que non, moi je jette l'éponge, je ne serai pas candidat. Vous croyez que le parti républicain ou démocrate aux États-Unis ne va pas désigner un autre candidat? C'est là où je dis que nos partis politiques fonctionnent comme des biens privés des autorités morales. Nous n'avons pas à proprement parler des partis politiques. Ces partis politiques, au sens strict du mot, sont en compté dit au bout du doigt. Moi, je pense Fayoulou a fait de la surenchère, il fait du chantage et qu'au moment opportun, il va revenir dans la course. Il sait ce qu'il fait. Je ne crois pas encore à son boycott. Fayoulou sera candidat. Moi, le problème, c'est que ça crée cette à moins que... Et ça désoriente. Ça peut justement. désorienter. Et ça crée maintenant les lits ou le passerelle pour ses adversaires. Les contestations. Parce que quand vous dites ça, nous sommes à 5 jours. Oui. Quand vous dites ça, tout le monde, il y a déjà des... Parce que quand on parle, par exemple, on analyse par exemple la lettre de Ados Ndombasi, son député, les députés de son parti. Oui. Quand vous lisez cette lettre de bout en bout, vous comprenez que même lui, un cadre de son parti, il faut dire que... Il est un peu surpris. Et si il a été surpris parce qu'ils n'ont pas été consultés. Ouais. Et les 4 députés nationaux sont des cadres de ce parti. Mais quand vous lisez sa lettre, vous comprenez qu'il est surpris. Même lui aussi n'est pas content de ça comme le Congolais lambda. Comment est-ce que notre président peut décider comme ça? Comment est-ce qu'il peut imaginer comme ça? Donc, comme a dit M. Bonali, et les partis politiques sont aussi on va dire des agrégats de l'expression démocratique. Et on doit quand même aussi revoir ça pour... voilà, faire des choses autrement. En 30 secondes, pour appuyer mon argumentaire, vous avez vu quand l'actuel vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba et Gombo, avait des démêlés avec la justice internationale. Il a été incarcéré. Jean-Pierre Bemba, il n'était pas candidat parce qu'il était à la CPI, mais il n'a jamais boycotté les élections. Il n'a jamais empêché... Mais vous pouvez refuser de participer à la présidentielle, mais vous participez quand même aux législatives nationales et provinciales, sénatoriales. Il y a les élections des maires, des gouverneurs, des bourgmestres. Si vous vous dites que non, moi j'aurais mieux compris sa décision en disant... les idées ne vont pas présenter un candidat à l'élection présidentielle, mais pour les restes des scrutins, nous sommes partants. Voilà, Dieudonné Bonal, vous avez encore... Là, je l'aurais compris. Gardez la parole pour la prochaine question, mais on a vu en même temps, comme une réponse à la prise de position de l'ECD, le parti de Moïse Katumbi dire que non, nous allons nous présenter aux élections. Entre-temps, ces partis-là sont dans une sorte de compagnonnage avec les autres partis Envol, parti de Matata Pogno, parti ECD et ensemble de Moïse. Ils sont dans une sorte de compagnonnage et ils ont un meeting, parce que vous avez parlé de meeting, ils ont un meeting, entre guillemets, un meeting de vérité le dimanche. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que c'est d'abord un test grandeur nature pour voir si cette opposition est vraiment unie? Ça sera un test grandeur nature pour voir au jour d'aujourd'hui si cette opposition aux 4 as, moi je les appelle comme ça, s'ils sont encore unis et si aussi ils émettent sur la même longueur d'onde. Parce que parmi les 4, il y a déjà un qui s'est déclaré que je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. 3. Il reste 3. Maintenant, les 4 s'invitent encore Anjili Sainte-Thérèse pour adresser un message à la population et surtout à leurs bases respectives. Moi, je me demande quel sera le message du candidat non partant Fayoulou par rapport au message qui sera lu par les candidats partant Moïse Katumbi, Matata Pogno et Delis Esanga. C'est là où certaines personnes disent que les Romains vont s'empoigner. Est-ce que Fayoulou sera aussi Anjili Sainte-Thérèse pour venir confirmer sa non-participation à la présidentielle, ou bien Anjili Sainte-Thérèse sera mise à profit
pour se dédire et revenir reconsidérer sa décision, dire non, je me suis trompé, je n'avais pas consulté la base de mon parti que je respecte. Le CID, c'est quand même un grand parti. Je suis revenu à ma décision, je reviens à la course. Est-ce que tel sera le cas? Wait and see, disent les Anglais. Attendons voir, qui vivra verra. Voilà, on est vraiment talonné par le temps, il nous reste très peu de temps. La même question adressée à Fiston Oleko. Est-ce que ce meeting-là sera le test grandeur nature pour voir si l'opposition est capable de parler d'une même voix? Oui, Patrick Ilunga, moi je pense que nous sommes là devant 4 partis politiques qui, on va dire, ne sont pas encore soudés. Nous sommes là dans une situation de juxtaposition, c'est-à-dire qu'il y a 4 partis politiques qui ont le même objectif d'aller conquérir les pouvoirs, mais qui ne sont pas, moi je vais le dire, prêts à pouvoir être unis jusqu'au point où ils peuvent se choisir un candidat unique. Quand je vois déjà la tête de Moïse Katumbi, il s'est dit, moi je suis président de la République. Matata Pogno s'est dit, moi je suis technocrate, j'ai fait quand même 4 ans le record du pays à la tête de la primature. On va délisser ça, moi je suis l'avocat, j'ai un grand cabinet qui fonctionne, ma tête tourne, j'ai une expérience avérée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est en fait le cerveau bleu de Martin Fayulu s'est dit, moi là je suis le président élu, déjà, chez lui il est le président élu. Je me rappelle encore le jour où ils ont organisé leur sit-in que la police a empêché. Avant de partir, Martin Fayulu est monté sur le véhicule. Il a dit, je vous rappelle, vous, les policiers, qu'on m'appelle président élu. On m'a été élu dans ce pays. Donc vous avez le président élu. Vous avez 4 personnes comme ça, qui aujourd'hui, quand vous voyez les discours, déjà aussitôt comme Martin Fayulu dit que je me désengage du processus, parce que c'était un discours de désengagement, je me désengage du processus. C'est Moïse Katumbi qui sort, qui dit, nous sommes là. C'est comme vous avez dit, en 2018, Martin Fayulu a dit, avec machine à voter, je n'irai pas. Et de l'autre côté, Tshisekedi a dit, avec, moi j'irai aux élections. Donc nous sommes dans ce processus-là. Pourtant, ils étaient dans une même plateforme. Là. Je ne pense pas que... Je nous rappelle que dans ces pays, on a déjà suivi les discours de Martin Fayulu Madidi, dire que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voter. Et à 2 mois, moins de 2 mois des élections, il est revenu sur sa décision pour dire nous irons aux élections. Donc moi je crois encore à Martin Fayulu qui va revenir à sa décision. Sinon, Gilles Sainte-Thérèse sera une tour de Babel. Je ne crois pas que ça sera vraiment l'endroit où l'opposition va manifester son unité. Déjà, il faut dire que les 4 leaders, ce n'est pas l'ensemble des oppositions, parce que Mouzito est à côté, Joseph Kabila sur FCC sont à côté. Donc ce n'est pas un lieu où ils vont déclarer leur unité. L'unité va se déclarer vraiment dans un processus ou un dialogue franc et clair, parce que là ce sont seulement des activités politiques pour haranguer un peu leur foule, être un peu face à face de la base. Mais c'est Martin Fayulu qui sera en difficulté, là il faut le dire, parce qu'il est vraiment déclassé déjà dans la mémoire des gens. Il est déjà déclassé de la course, alors que les discours aujourd'hui... Il est aussi très entendu à Gilles Sainte-Thérèse pour confirmer sa communication, sa décision. Mais la course... Ne fait que commencer, justement, il peut se dédire. Mais est-ce que vous avez un mot de la fin pour placer avant de donner la parole à Boinali aussi? Oui, j'ai un mot de la fin. Il faut dire que, comme je l'ai dit, la RDC a opté pour le processus démocratique et nous allons vraiment, nous sommes vraiment sur le chemin de ce processus. Aujourd'hui, nous sommes au 4e cycle électoral, 2006, 2011, 2018, aujourd'hui 2023. On parle encore des élections et il faut que les parties prenantes fassent en sorte que ce processus soit, comme on l'a dit au début, crédible, apaisé, mais aussi un point très important, l'inclusivité du processus électoral. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'au finish, les élections soient quand même un moment de fête et non seulement, et comme toujours, comme on l'a toujours vécu ici, un moment de deuil, de pleurs, mais aussi un moment de désordre. Voilà, il nous reste très peu de secondes. On va passer la parole à M. Boinali pour aussi son dernier mot par rapport à l'émission. Bon, moi, je demande des élections apaisées et puis inclusives. Deuxièmement, je dirais seulement, il y a des candidats, au moment où nous sommes en train de parler sur ces plateaux, qui se disent victimes de l'instrumentalisation de la justice,
On veut noircir leur casier judiciaire pour que demain, lors du dépôt de la candidature à la présidentielle, qu'il soit écarté par la Cour constitutionnelle. Mais nous constatons aussi qu'il y a des candidats qui ont des casiers judiciaires vierges, avec une assise populaire, un grand parti politique. Ils sont entendus demain pour compétir, mais contre toute attente, ils se déclarent non partants. C'est que nous n'arrivons pas à comprendre que veut réellement notre classe politique. Vous êtes réellement des acteurs du changement. Vous êtes la lumière dans l'obscurité pour les masses que nous sommes. Que voulez-vous juste pour ces pays? Les pays agressés à l'Est, il y a quelques poches d'insécurité. Au moment où nous parlons, il y a des gens qui meurent, paix à leurs âmes et nos condoléances à ces familles. En tout cas, nous en appelons vraiment au patriotisme et surtout à l'unité, parce que nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Si déjà des grands leaders comme Martin Fayulu commencent déjà à boycotter les élections, et demain, à qui les prochains tours, et ce processus électoral sera un candidat unique. Est-ce que ces élections seront acceptées? Voilà un peu ce moment de la fin. Merci. Soyons conscients, faisons de bonnes choses pour que ce pays se décolle, que nous puissions nous développer. Regardez tous les pays qui sont autour de nous. Si vous allez là-bas, vous regardez l'état de leurs routes, c'est le jour et la nuit avec la RDC. Moi, je voulais rappeler quelque chose d'important. Il est important, par exemple, pour Martin Fayulu de reconsidérer sa décision, parce que quand on parle qu'on va réauditer le fichier électoral, il faut d'abord lancer l'appel d'offres, ça va prendre du temps, recruter, prendre le temps de recruter, de choisir, et encore leur donner le temps de travail. Ça va prendre beaucoup de temps. Il faut dire que la CENI a commencé ce processus depuis le mois d'avril pour arriver au mois de juin et en finir. Donc, la classe politique doit vraiment faire attention, surtout avec leurs décisions. Merci beaucoup, Fiston Oleko. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vos analyses profondes toujours. Merci également à Dieudonné Boinali avec vos analyses toujours pertinentes. En tout cas, c'est ici la fin de Géopresse de cette semaine. En tout cas, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. On va se quitter avec l'espoir de retrouver la semaine prochaine une équipe, en tout cas de Géopolis, pour d'autres analyses. À bientôt.